6 mois après la fin de la coalition FCC-Cash, près de 6 mois après la mise en place la mise en place d'une nouvelle majorité avec dans la foulée l'investiture d'un nouveau gouvernement qui est devenu le Front commun pour le Congo, qui est devenu le FCC. Quelle analyse fait ce regroupement politique de la situation générale ici en République démocratique du Congo, la situation politique, la situation économique, la situation sociale dans ce pays de Félix Tshisekedi? Nous en parlons dans le cadre de cette émission. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Ange Mouchobekwa, députée nationale du territoire de Kabaré. Nous sommes là dans le Sud Kivu, ex-ministre de droits humains, mais également elle fait partie, cadre du FCC, mais faisant partie de la commission de crise mise en place au sein de son regroupement politique. Elle est également présidente du mouvement pour la cohésion nationale. Bonjour madame la députée. Bonsoir Élisée. Alors, les gens se disaient, il n'y a pas que vous. Le FCC ne parle plus, personne ne parlait. Pourquoi? Bon, comment à part moi, je suis les camarades Félix Kabange, François Zekouye, Manara et autres qui parlent. Nous parlons. Le plus important, ce n'est pas de parler chaque jour et à chaque événement, mais nous parlons lorsque nous estimons que c'est utile de nous exprimer. Dans l'autre temps, les gens se sont demandé qu'est devenu le FCC. C'est vrai, chacun essaye de parler de manière un peu disparate. On se dit, mais qu'est devenu le FCC 6 mois après, plus de 6 mois après d'ailleurs, la rupture de la coalition FCC-Cash? Le FCC tente de se relever après la rupture dont vous parlez. Moi, je parlerai d'un coup d'État institutionnel où, dans la politique du plus fort l'a emporté. On a arraché la majorité parlementaire, la majorité légalement reconnue au FCC. À ce jour, donc, le Front commun pour le Congo compte 130 députés nationaux et 35 sénateurs. Nous réorganisons et pour voir dans quelle mesure rebondir. L'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, a regagné Kinshasa depuis maintenant plusieurs semaines. Il poursuit ses consultations et à l'issue de ces consultations, il va mettre en place les structures du FCC qui seront connues du public. Sauf que ça fait un bon bout de temps que les gens entendent parler de nouvelles structures du FCC, ça tarde. Et pour certains, ça a même été à la base de la création où ça a permis justement la mise en place de l'Union sacrée, parce que les gens attendaient une restructuration au niveau du FCC qui ne venait pas, et pendant ce temps, l'autorité morale ne faisait que promettre. Mais je ne pense pas que c'est le manque de structuration du FCC qui a poussé les députés qui étaient avec nous à partir à l'Union sacrée. Je pense qu'il y avait plusieurs problèmes qui avaient été relevés. Il y avait des conflits internes, mais il y avait également en face de nous nos partenaires du CASH qui n'ont pas été non plus totalement sincères vis-à-vis du FCC. Bon, le mal est fait, on doit continuer, on doit regarder de l'avant. Le pays doit avancer au-delà de nos intérêts politiques. Du côté de Cash, avec le président, là vous êtes en train de vous renvoyer la balle. Le président disait que c'était le FCC qui lui mettait les bâtons dans le roue, des pots de banane pour qu'il ne puisse pas avancer. Vous dites que c'est le Cash qui n'a pas été sincère. Vous avez eu cette sensation que vous avez été roulé par le Cash, où il y avait un double jeu de ce côté-là? Ben, écoutez, lorsque le mariage entre le Cash et le FCC a été conclu, c'était suite à la volonté des deux leaders politiques, à savoir le président de la République Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila. Derrière ces leaders, il y a des cadres et militants de leur plateforme politique
Je pense que au niveau des leaders, il n'y avait pas, aujourd'hui en regardant en arrière, il n'y avait pas vraiment de problème majeur. Mais je pense que dans chaque camp, il y a des extrémistes. Je ne peux même pas dire qu'il y avait. Il y a toujours des extrémistes dans chaque camp, chacun voulant dominer l'autre, avec des égos surdimensionnés. Et les extrémistes ont pris le dessus sur la raison. Et c'était des injures de part et d'autre, des coups bas, manque de sincérité, agenda caché. Je ne peux pas dire que toute la responsabilité de cet échec revient au CACH, tout comme je ne peux pas non plus dire que toute la responsabilité revient au FCC. Mais par-dessus tout, je pense que le FCC a fait preuve de, je dirais, de sacrifice, parce que nous avons accepté de passer au-dessus de ce qui s'est passé. Je vous ai dit au début de cette émission qu'on nous a arraché la majorité légalement obtenue et reconnue en violation de la Constitution. On a utilisé certains articles du règlement intérieur, tantôt pour nous clouer, tantôt pour donner l'avantage à ce qui est devenu l'union sacrée. J'ai eu l'impression, ça c'est à titre personnel, que même la Cour constitutionnelle n'a pas vraiment joué son rôle d'arbitre. J'ai eu le sentiment que la Cour constitutionnelle a pris parti en faveur de l'union sacrée, enfin du CACH qui est devenu union sacrée. Mais bon, les arrêts de la Cour ne suscitent pas de débat. Donc inattaquables. Voilà, je ne souhaiterais donc pas m'attarder là-dessus. Nous regardons devant nous, nous avançons. Le plus important, c'est l'intérêt supérieur de la nation, c'est le bien-être du peuple congolais pour lequel nous militons. Vous ne regardez plus derrière, vous avancez, mais vous avez quand même eu le temps de faire, ou vous êtes en train de faire une introspection ou une thérapie de groupe, vous diront certains, en tout cas pour ceux qui restent du FCC. Il en ressort quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il ne faut plus refaire à l'avenir? Ben, écoutez, on ne peut pas avoir vécu ce qu'on a vécu sans devoir faire une introspection, comme vous le dites, une autopsie de notre famille politique, regarder ce qui n'a pas marché, ce qui nous a conduit dans cette situation et ce qui a surtout poussé certains camarades à partir, parce que nous avions quand même plus de 350 députés et à ce jour, si nous restons à 130, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont partis avaient forcément tort. Et chacun est parti pour des raisons qui lui sont propres, mais nous avons pris le temps vraiment de nous regarder dans le miroir de la conscience et de regarder ce qui n'a pas marché. Nous essayons de corriger ce qui n'a pas marché sans pour autant prétendre devenir parfait. Mais je pense que lorsque les structures du FCC seront rendues publiques, vous allez constater que nous avons beaucoup appris de nos erreurs, notamment ce que le peuple congolais nous reprochait. Parce que nous ne pouvons pas oublier que nous avons perdu la présidentielle et que le peuple congolais a refusé de renouveler la confiance au FCC à travers son candidat à la présidentielle. Et donc, nous devons corriger pas mal de choses. Ouais. On ne peut pas se voiler la face. Notamment la problématique des caciques. Certains, en tout cas ceux qui sont partis, disaient souvent que le FCC était pris en otage par 15 personnes, par
2, 10, 5 personnes qui décidaient au nom de tous et pour tous. Ça a été l'une de problématiques majeures pour cette FCC. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va s'améliorer? Ben, écoutez, moi je ne pense pas qu'au niveau de l'union sacrée, tous décident ensemble. Il y a toujours un noyau qui décide. Il y a un noyau qui réfléchit et partage les idées, les stratégies avec les autres. Au FCC, pour ma part, pour preuve, je m'exprime aujourd'hui, je n'ai pas demandé l'autorisation à un groupe de personnes. Je suis au cadre du FCC, j'appartiens à une famille politique, je sais comment je dois me comporter par rapport à la charte que j'ai signée librement et que personne ne m'oblige à rester au FCC. Donc pour répondre à votre question, j'ai entendu également ces critiques, mais pour moi, elles ne sont pas suffisantes pour claquer la porte à une famille politique en laquelle on croit vraiment. Mais bon, je ne peux pas juger mes collègues qui sont partis, chacun a ses raisons. Moi, j'ai les raisons pour lesquelles moi je suis restée. Et je m'en tiens là. On en parlera peut-être d'ici la fin de cette émission. On posera la question à Marie-Ange Mouchobé, peut-être de savoir pourquoi vous avez choisi Kabila en lieu de place de Tshisekedi, avec qui il faut dire que vous avez eu à évoluer politiquement, vous avez eu à côtoyer, mais on reste un peu avec le FCC parce qu'on tient vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de cette famille politique. Vous êtes présidente vous-même d'un parti politique, Mouvement pour la cohésion nationale, nous l'avions dit tantôt. Au FCC, certains commençaient à ne plus se sentir à l'aise au regard de la mainmise du PPRD. Parce que c'est comme si le FCC devenait le PPRD bis. C'est le PPRD qui prenait des décisions, c'est le PPRD qui envoyait un plus grand nombre des mandataires, des ministres. Est-ce que vous êtes arrivé à résoudre ce problème-là également? Ben, écoutez, le PPRD, je dirais, c'est la sœur aînée de tous les enfants du FCC. Le PPRD a été créé avant tous les partis qui sont membres du FCC, et le PPRD est le parti politique qui avait beaucoup plus de députés que tous les autres partis politiques et regroupements. Alors, il était logique que le PPRD ait un plus grand nombre des membres du gouvernement. Mais lorsque vous regardez le gouvernement sortant du Premier ministre Ilunga Ilukamba, je ne crois pas qu'il y avait que des ministres du PPRD. Il y avait des ministres d'autres partis et regroupements politiques. Il est vrai qu'il y a ceux qui disaient qu'au nom de la solidarité, le PPRD aurait pu lâcher quelques ministères en faveur des autres. Mais bon, en politique, on ne peut pas tout obtenir, hein. La politique, c'est également un combat. Mais moi, par exemple, je ne fais pas partie du PPRD. Mais je ne sens pas... Vous n'avez pas souffert de cette mainmise? Non, moi, personne ne peut dire qu'il a une mainmise sur moi. Nous tous, au FCC, nous sommes traités au même pied d'égalité. Élus de G18 et les élus du PPRD, on est traités au même pied d'égalité. Voilà, donc, et s'il y a des incompréhensions, il y a des malentendus, comme dans toute famille politique. Nous essayons de trouver un terrain d'entente, excusez-moi. Tout n'est pas rose, c'est vrai, mais en même temps, il n'y a pas de raison pour dire qu'on doit tout casser. Certains estiment, on parle, vous n'êtes pas le porte-parole de l'autorité morale, mais son silence n'a pas aidé. Hein. Joseph Kabila, un silence assourdissant qui au final n'a vraiment pas aidé à faire bouger les choses, à faire en sorte que le FCC reste uni. C'est comme s'il cherchait cela en fait. Oui, il voulait tester les uns et les autres, connaître les degrés de loyauté, on ne sait pas. Écoutez, le monde est ainsi fait. Nous vivons dans un monde imparfait où tout est critiqué.
l'ancien président Joseph Kabila est très calme, il parle peu, on dit que ce n'est pas bien. Pas du tout, Le président, comment pas du tout, mais vous connaissez sa voix, comment il a pu prêter serment, comment il a pu diriger la RDC pendant 18 ans. Si vous pouvez reconnaître sa voix, ne fût-ce qu'à la télévision, c'est qu'il parle. Alors, le fait de ne pas beaucoup parler, on le lui a reproché, c'est vrai. Mais lorsque vous regardez d'autre part, le président de la République en fonction, Félix Tshisekedi, qui parle, on lui reproche également de parler. Finalement, qu'est-ce qu'il faut? Le juste milieu. Qui il faut écouter? Le juste milieu, oui. Je pense chacun a son caractère. Le plus important, c'est la manière de gérer ses troupes, la manière de gérer les intérêts des uns et des autres, et la manière de gérer également les émotions et les susceptibilités. Et je ne pense pas que c'est lié au fait qu'on parle ou on ne parle pas. Aujourd'hui, ceux qui sont partis à l'Union sacrée, parmi eux, il y a ceux qui grognent. Est-ce qu'ils grognent parce que l'initiateur de l'Union sacrée ne parle pas? Ou parce qu'il ne leur parle pas? Ou parce qu'il ne leur fait pas des propositions? Mais il y a ceux qui râlent. Vous avez suivi qu'il y a ceux qui menaçaient même de quitter l'Union sacrée. C'est ça le monde politique. Nous continuons à apprendre chaque jour. En tout cas, pour moi, c'est toute une école. J'ai beaucoup appris ces 12 derniers mois. Ces 12 derniers mois, on a vu comment s'est formée, s'est constituée l'Union sacrée. Nous qui pensions, comme beaucoup d'ailleurs des Congolais, que Kabila était un fin stratège, on s'est rendu compte que l'actuel président a été beaucoup plus stratège que lui. Ben, il s'est fait damer les pions calmement, simplement, sans coup de feu, diront certains. On se dit, mais tiens, il y a quand même plus stratège que Joseph Kabila. Ben, écoutez, c'est les concours de circonstances. C'est comme pour ceux qui étaient déjà majeurs hein, en 97. L'opposition non armée disait que c'est elle qui affaiblit le régime du défunt président Mobutu et que c'est grâce à elle que l'armée a refusé de combattre en 96 et 97. Mais lorsque vous entendez également ceux qui ont conduit l'opposition armée, la révolution du 17 mai, ils vous diront que ce sont eux qui ont mis le régime du défunt président Mobutu à genoux. Alors, ça dépend maintenant de la manière dont on décide de regarder les choses. Je ne pense pas que c'est parce que l'UDPS a été fin stratège qu'on a réussi à détruire le FCC. Je pense simplement qu'au niveau du FCC, le ver était dans le fruit. Il y avait des conflits internes qui n'ont pas été réglés à temps. Autant, vous verrez en 2023 que tous ceux qui sont partis à l'Union sacrée ne vont pas forcément y rester. C'est également cela, la politique. On a fait un tour du FCC, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui est fait pour que ce regroupement politique puisse rebondir de là où vous êtes, en pleine introspection, en pleine thérapie. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC déjà au regard de ces 6 mois ou plus de 6 mois que vous êtes en dehors de la gestion en tant que FCC, en tant que mouvement pour la cohésion nationale? Nous sommes dans le bon. Je vous ai dit que nous vivons dans un monde imparfait. Hein. Je ne peux pas vous dire que tout va très bien ou que tout va très mal. Je constate simplement que c'est vrai que sur certaines questions, nous avons beaucoup reculé, je dirais même en termes de démocratie. À titre personnel, comme député, bien entendu, c'est mon analyse personnelle. Là, je ne parle pas au nom du FCC. Je ne peux pas comprendre qu'on décide de dire, par exemple, que les députés n'ont plus de famille politique. Ça ne se passe nulle part dans le monde. Nulle part. Concédé quand même. Dans toutes les démocraties du monde,
les députés ont une famille politique. Et lorsqu'on parle de la majorité et de l'opposition, c'est parce que les uns et les autres s'identifient à une famille politique. Donc, je trouve qu'il y a un recul en termes de démocratie. Deuxième chose, ceux qui sont à l'Union sacrée veulent faire croire à l'opinion que ceux qui ne les ont pas rejoints n'aiment pas le peuple congolais ou n'aiment pas notre pays, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas vrai. Déjà, j'ai suivi attentivement l'interview du président de la République qu'il a accordée à Goma, à Christian Lusakweno et Françoise Bouela. Lui-même, on lui a demandé ce que c'est l'union sacrée. Il a dit, il a défini l'union sacrée en deux phrases. Il a dit que ce sont des personnes de bonne volonté qui s'unissent pour la paix, le développement et la sécurité. Est-ce qu'on peut vraiment nous faire croire que nous qui sommes restés au FCC, nous ne voulons pas que notre pays recouvre la paix et la sécurité? Ah, vous avez eu 18 ans, ils diront pas, 18 écoutez, ans de gestion. Est-ce que je peux terminer? Est-ce qu'on peut nous dire que nous ne voulons pas du développement de notre pays? Je ne pense pas. C'est-à-dire, on a tenté d'imposer une pensée unique. Ceux qui pensent différemment sont des diables, on les attaque, on les insulte, on insulte leurs mamans, leurs épouses, leurs enfants. Lorsqu'il s'agit des femmes, on insulte même les maris. J'ai apprécié que le président de la République ait rappelé à ses militants que lui n'est pas le Dieu Tout-Puissant et que lorsqu'il parle, c'est fini, plus personne n'a rien à dire. J'ai apprécié qu'il ait rappelé que nous vivons dans un pays qui a connu le multipartisme depuis le 24 avril 1990 et je ne pense pas que le peuple congolais soit prêt à accepter encore une dictature et une pensée unique dans notre pays. C'est-à-dire, on ne va pas arriver à nous museler. Ça ne sera pas possible. Et puis même, j'ai constaté que le partage de la parole à l'Assemblée nationale ne se fait plus de manière démocratique. C'est selon que l'humeur de certains membres du bureau ou selon leurs affinités avec X ou Y. J'espère qu'on va remédier à cette situation. Mais une chose est sûre, quoi qu'il en soit, ce que nous devons tous retenir, c'est que on ne va plus jamais accepter la pensée unique en République démocratique du Congo. Certains risquent de vous dire, Madame Bouchobekwa, vous reprochez aux uns ou aux autres ce que vous faisiez hier. Vous faisiez pratiquement la même chose. Moi, en tant qu'individu... En fait, je parle du FCC, on parle du FCC quand même. Non, parce que c'est moi qui suis en face de vous. Voilà. Donc le recul démocratique, on dit, ce sont des pratiques qu'on a découvertes sous la gestion du FCC. De quoi vous plaignez-vous? Je prends le cas de figure que vous venez d'avancer. Supposons que le FCC a mal géré, a mis à mal l'opposition. Les autres qui ont milité dans l'opposition, justement, ils ont milité pour le changement. Ils ont milité que plus jamais ceux qui le reprochaient à la gestion du FCC, l'ancien AMP, ne puissent se répéter. C'est-à-dire, ils ont été portés au pouvoir pour apporter un véritable changement. S'ils répètent les mêmes erreurs que le FCC, ils répètent la même chose, textuellement la même chose, les mauvaises choses, parce que selon vous, on n'a fait que des mauvaises choses, alors à quoi aura servi l'alternance? C'est qu'il n'y a pas eu de changement. Ils ont milité juste pour que ceux qui étaient là quittent, qu'eux prennent leur place et qu'ils fassent la même chose.
Donc le système est resté en place, c'est intact. J'ai répondu à votre question en gardant le même cas de figure que vous avez présenté. Parce que si vous reprochez quelque chose à quelqu'un, vous accédez au pouvoir, vous répétez la même chose. Vous avez milité pour les changements ou vous avez milité parce que vous enviez seulement la place de l'autre. Ils sont censés apporter les changements. J'ai été ministre des droits de l'homme. Qui parle encore des droits de l'homme aujourd'hui? Plus personne ne dénonce des cas de violation des droits de l'homme. Les médias internationaux n'en parlent plus. L'Union européenne n'en parle plus. Les ONG de défense des droits de l'homme n'en parlent plus. À votre avis, pourquoi? À croire que les droits de l'homme n'intéressent plus qui que ce soit. Donc, je veux dire par là que j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'on utilisait les droits de l'homme pour régler des comptes politiques à un régime qui ne plaisait pas. Parce que les gens continuent à mourir. Je ne parle pas de ceux qui meurent suite aux attaques des terroristes dans la zone de Beni Butembo ou victimes des groupes armés dans ma province du Sud Kivu. Je parle des cas de violation des droits de l'homme commis par les agents de l'État, certains militaires, certains policiers, certains magistrats, et puis également la violation des droits civils et politiques. Plus personne n'en parle. Il ne peut pas y avoir des bons crimes et des mauvais crimes. Tous les crimes sont condamnables et cela ne peut pas changer. Selon les régimes, ce n'est pas possible. Il y a quand même le Bureau conjoint des Nations Unies qui a publié son rapport pour dénoncer quand même des cas de violations. C'est vrai qu'on entend peu. Je ne parle pas du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Je vous ai parlé des ONG de défense des droits de l'homme, les ONG congolaises et internationales. L'ONU n'est pas une ONG. Donc, prenons ce cas de figure. Vous avez parlé de la magistrature. Certains, c'est qu'on reproche ou on reprochait à Kabila, c'est de mettre beaucoup de choses sous le tapis, de ne pas sanctionner. Mais aujourd'hui, avec le régime actuel, on sent que ça bouge. C'est plus la République des intouchables. C'est ça des avancées qu'il faut également saluer en tant qu'opposition républicaine, parce que c'est ce que vous êtes en train de mener actuellement. Bien sûr, on vous avait dit que nous allions faire une opposition républicaine, comme vous avez dit. D'ailleurs, comme tout à l'heure, vous avez dit, oui, on nous a arraché le pouvoir sans coup de feu. Heureusement, cela vous prouve que Joseph Kabila était un homme de paix. Par rapport aux avancées? Je reviendrai là-dessus. C'est-à-dire, lorsqu'on décide de garder silence ou de rester calme face à une injustice, ça ne veut pas dire forcément qu'on est faible. La tolérance n'est pas un signe de faiblesse. C'est ce que je voulais dire, je voulais souligner, pardon. Vous disiez donc... des avancées. Les avancées par rapport à la justice. Qui maintenant touche tout le monde quand même. Bien sûr, il faut saluer et les avancées significatives dans le domaine judiciaire. Mais je souhaiterais juste que cette justice, que je respecte beaucoup, ne soit pas une justice à deux vitesses. C'est vrai qu'il y a des personnalités qui ont été poursuivies, certaines ont été jugées, condamnées, mais je déplore le fait que jusque-là, je n'ai vu aucun membre de l'UDPS ni de l'Union sacrée pour lequel on a ouvert une instruction judiciaire. Ils n'ont rien à se reprocher. Je n'ai pas fini ma pensée, si vous le permettez. J'ai suivi, je pense, l'inspecteur général des finances avait dénoncé une mauvaise gestion du fonds Covid-19. Ce n'est pas rien. Vous connaissez le nombre de morts à travers le monde et à travers la République démocratique du Congo suite à cette pandémie. Vous savez combien de millions de dollars qui ont été décaissés par le gouvernement de la République et par les partenaires étrangers
nous avons le droit de savoir qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Alors, il y a également d'autres dossiers sur la mauvaise gestion de certains ministères et de certaines agences créées par le président de la République. Je n'ai pas entendu la justice ouvrir une instruction judiciaire. Peut-être que le temps ne leur permet pas encore d'ouvrir plusieurs dossiers et ce n'est pas à moi de porter un jugement sur notre justice parce que même s'il y a des magistrats auxquels on peut reprocher des choses, je pense que en majorité, nous avons des très bons magistrats respectables et qu'on ne va pas appliquer la justice des vainqueurs et une justice de vengeance, que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. Je suis d'accord, la justice élève une nation. Ça va peut-être prendre du temps, mais là, on voit quand même cette volonté que certains disent qu'il n'y en avait pas à l'époque du régime de Kabila. On ne pouvait pas voir des ministres être interpellés, être arrêtés, être poursuivis ou de haut cadre. C'est vraiment ça, et c'est ça qu'on vous reprochera, peut-être vous. Je venais de répondre à cette question. Je dis oui, il y a des avancées significatives, mais qui ne sont pas suffisantes. Il faut que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. Et ça sera une vraie justice. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est au nom de ça d'ailleurs qu'on a vu l'Union sacrée et le FCC voter par exemple pour la résolution pour qu'on puisse entendre Louise Monga dans l'affaire Mukanga Lonzo. C'est au nom de ça, de cette justice-là. Ben, écoutez, le Sénat pourtant n'a pas donné l'autorisation, en tout cas la plénière, hein, n'avait pas donné l'autorisation pour qu'on puisse poursuivre les deux sénateurs que la justice recherchait. Mais bon, quoique le bureau du Sénat vient de l'autoriser, au niveau de l'Assemblée nationale, les personnes, les députés concernés avaient été entendus par la commission spéciale mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale et les deux députés avaient émis le vœu eux-mêmes d'être entendus librement par le PG. Et donc la plénière a décidé de voter la résolution et qui permet au PG, au procureur général, d'ouvrir une instruction judiciaire à charge de nos collègues, mais tout en gardant leurs immunités parlementaires. Chose qui ne va pas être faite avec Matata. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il y a eu quand même une méga coalition Union Sacrée FCC pour justement faire tomber un potentiel candidat en 2023 qui serait Matata? Parce que c'était pas... Matata, on sait qu'il a claqué la porte du FCC, du PPRD, de la manière dont ça a été fait. On dit, ben voilà, là, le FCC et l'Union Sacrée ont une bonne occasion de faire tomber un potentiel challenger. Ben, écoutez, moi, je n'aimerais pas commenter cette affaire. Je suis cette affaire à travers les médias, comme tout le monde. Je ne connais pas les dessous, mais je peux vous garantir qu'au FCC, il n'y a jamais eu une seule réunion à laquelle on a parlé de cette affaire Mukanga Lonzo et l'ancien Premier ministre Matata. Au stade actuel de cette affaire, il faut laisser la justice faire son travail, que l'ancien Premier ministre puisse présenter ses moyens de défense et ça sera au juge de trancher. Je ne souhaiterais pas m'attarder sur cette question. C'était le cas, on ne va pas trop s'attarder, le cas avec Matata et récemment lors de l'interview du président de la République, c'est lui d'ailleurs qui le disait officiellement que concernant par exemple le cas de Vital Kamerhe, c'était le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et l'ancien ministre de la Justice, Tunde Akasende, qui était à la manœuvre. Mais qui, entre-temps, quittait le gouvernement.
Moi, je pense qu'il faut juste laisser la justice faire son travail. Il est évident que je profite de votre micro pour exprimer ma compassion à Vital Caméré, qui est mon grand frère. J'exprime ma compassion à son épouse et à ses enfants parce que ce n'est pas facile ce qu'ils traversent comme situation. Mais moi, je venais de vous dire que je ne souhaite pas commenter les décisions de justice. Il faut laisser la justice faire son travail. Vital Caméré a interjeté appel. Je souhaite juste que ce que je pourrais suggérer, c'est qu'on examine bien ses moyens de défense et que le tribunal soit le plus impartial possible. Il est parti à la Cour de cassation. Il a interjeté appel au niveau de la Cour de cassation, donc je souhaiterais juste que son affaire soit jugée de manière impartiale. Après, je n'ai pas de commentaire personnel à faire, qui a tort, qui a raison. On voit que ça bouge du côté de la justice. La justice élève une nation, tout le monde le dit. Si aujourd'hui on posait la question à Marie-Ange Mouchobekwa de citer un autre domaine, un autre secteur de la vie qui se porte mieux qu'il y a 12 mois, qu'il y a 6 mois, ce serait lequel? Je ne sais pas. Il n'y en a pas. La gratuité de l'enseignement, non. Les prix de biens de première nécessité qui vont commencer à... Qui vont commencer. Vous parlez du futur ou vous parlez du présent? Les annonces, la gratuité, elle est présente. Non, parce que vous parlez des prix de première nécessité et des denrées de première nécessité qui vont baisser, c'est-à-dire vous parlez du futur. Moi, je vis dans le présent. La gratuité, elle est actuelle. La gratuité, si vous vous souvenez, pendant la campagne électorale de 2011, je soutenais déjà la gratuité de l'enseignement. Et tout Congolais qui aime ce pays devrait soutenir la gratuité de l'enseignement afin de donner la chance à tous les enfants congolais de pouvoir être instruits, la chance de pouvoir de réaliser leurs rêves. Dans la vie, on ne développe pas un pays avec une majorité de la population non instruite. Alors, mais je pense que le gouvernement est allé vite en besogne. Il fallait commencer par pallier, parce que notre budget étant maigre, ne nous permet pas de faire face à la gratuité de l'enseignement de la première année primaire jusqu'en sixième secondaire. Ça ne sera pas possible, quelle que soit la volonté du gouvernement ou du Parlement, ça ne sera pas possible. Il faudrait y aller par palier, mais je soutiens que dans les années à venir, que la gratuité de l'enseignement soit effective et totale à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Je reviens sur les prix des denrées de première nécessité. Les prix ont grimpé, le pouvoir d'achat des Congolais a sensiblement baissé. Je trouve la situation socio-économique est extrêmement grave. J'espère que les choses vont s'améliorer. Je ne le dis pas parce que je suis de l'opposition. Je vous avais déjà dit que je ne ferai pas l'opposition méchante. C'est-à-dire, lorsqu'on critique, on fait également des propositions. J'ai fait des propositions par rapport à la gratuité de l'enseignement. Mais j'espère que le gouvernement va arriver à maîtriser la situation afin de permettre aux Congolais de mieux vivre. De mieux vivre, on repart quand même de cette opposition républicaine. Ça me fait penser à Ensemble de Moïse Katumbi qui disait également il y a quelques mois on fait l'opposition républicaine et puis quelques mois après ils se sont retrouvés dans l'union sacrée. Ça risque d'être le même schéma?
Qui sait? Je ne suis pas d'ensemble. Il y a possibilité de voir cette opposition républicaine, c'est rejoindre, faire une grande coalition de l'Union sacrée aussi. En tout cas, il y a très peu de chances que le FCC puisse adhérer à l'Union sacrée. Je ne pense pas qu'on peut imaginer ce schéma. Par contre, je voudrais souligner qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas d'allié éternel, il n'y a pas d'ami éternel. Je voulais revenir sur la situation sécuritaire également qui demeure inquiétante, quoique je salue l'ordonnance du président de la République décrétant l'état de siège dans le nord Kivu ainsi que dans l'Ituri. J'espère vraiment que la population, les populations de l'extrême Est vont recouvrer la paix. Nos frères et sœurs du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu également. Je regrette que le Sud Kivu, ma province, n'ait pas été concerné par l'état de siège, alors qu'à ce jour, on compte 132 groupes armés dans le Sud Kivu. Et n'oublions pas que le Sud Kivu a été la province la plus attaquée par les Interamwe, ces extrémistes rwandais qui ont commis le génocide, ainsi que les FDLR, également les forces Hutus du Rwanda qui combattent le régime en place, ainsi que les Maïma. Il y a beaucoup de groupes armés dans le Sud Kivu. Je regrette que ma province n'ait pas été concernée. On reparle, on reviendra quand même sur ces caractéristiques de l'opposition républicaine, mais puisque vous parlez de la situation dans l'est du pays, on a vu ce volet militaire avec l'état de siège, on a vu ce rapprochement diplomatique avec les pays voisins. Bonne approche. Vous auriez, quand je dis vous, le FCC avec Kabila aurait pu faire cela depuis, on aurait pu avancer. Ben, écoutez, je ne sais pas ce que vous sous-entendez. Pendant que le président Kabila était en fonction, il a rencontré également le président du Rwanda, Paul Kagame. C'était également à Goma. Ceux qui dirigent aujourd'hui étaient dans l'opposition. Ils ont dit qu'il a vendu le pays. Ils ont dit qu'il a trahi le pays. Il a trahi le peuple congolais. On l'a traité de tous les noms. On a insulté son défunt père. On a insulté sa maman. On lui a même renié la filiation à son père. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, on a compris en exerçant le pouvoir que ce n'est pas facile. Ce que je peux dire comme député élu du Kivu, je connais bien le conflit qui oppose le Rwanda à la République démocratique du Congo. Les dessous de cartes, peut-être pas tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne choisit pas ses voisins et on ne peut pas les déplacer. À partir du moment où on a intégré cela, il faut rechercher la paix. La paix, même dans les situations les plus difficiles. On ne va pas déplacer le Rwanda. On ne va pas déplacer le Burundi, on ne va pas déplacer l'Ouganda. Je sais qu'il y a beaucoup de blessures, surtout pour nous, les gens de l'Est, où il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de cas de violence sexuelle. Je pense simplement que ce que le gouvernement devrait faire avec l'accompagnement du Parlement, c'est que les pays qui nous ont causé beaucoup de tort, tels que l'Ouganda et le Rwanda, puissent ne fût-ce que reconnaître le mal qu'ils ont fait au peuple congolais. Ils ne sont pas responsables de tous les maux de la République démocratique du Congo, mais le mal qu'ils ont fait au peuple congolais, qu'ils puissent le reconnaître. Le Rwanda le sait mieux que quiconque. Ça fait plus de 25 ans que nous suivons les autorités rwandaises réclamer que la France puisse reconnaître son rôle dans le génocide rwandais. Non pas parce que cela va ramener à la vie ceux qui sont morts au cours de ce génocide,
mais cela va soulager les survivants, va soulager les familles des victimes. Et je pense que cela devrait également se faire en République démocratique du Congo. Nous avons juste besoin que les uns et les autres, ceux qui ont concouru à la mort de nos frères et sœurs, puissent ne fût-ce que dire pardon, excusez-nous, et peut-être que ça va soulager plusieurs familles et le peuple congolais. Il ne faut pas que ça soit un chacun en blanc, c'est-à-dire on renoue, on réchauffe nos relations et on oublie, on tire un trait sur le passé. Je viens de répondre, on ne peut pas tirer un trait sur le passé parce qu'il y a des blessures profondes. Mais je soutiens la démarche de la recherche de la paix. On ne peut pas déplacer nos voisins. On en a 9. On doit rechercher la paix, mais pas en bradant notre dignité. Il faut rechercher la paix. En restant digne, Voilà. pas le bradon. On parle de rapprochement, cette fois-ci, ça va être, parce qu'on me fait signe que ce sera bientôt la fin. Rapidement, rapprochement Rwanda-RDC, vous avez donné votre position en interne. Possible rapprochement Kabila-Katumbi? Je n'ai pas été mandatée par le président Kabila pour parler de cela et on n'en a jamais discuté au niveau du FCC. L'avenir appartient à Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, en politique, tout est possible. Il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas d'amis éternel, il n'y a pas d'allié éternel. Attendons voir les surprises que Dieu nous réserve. Je crois que la même réponse vaut également pour un rapprochement Kabila-Fayulu ou Kabila-Lamuka. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Le FCC compte faire en sorte qu'il puisse avoir le porte-parole de l'opposition? Écoutez, le FCC mérite de désigner le porte-parole de l'opposition. Le FCC mérite parce que le FCC a 130 députés. La MOUCA a 4 députés. Il n'y a pas de comparaison. C'est le FCC qui va désigner le porte-parole de l'opposition. Sans aucun doute. Encore, il faut compter sur la bonne foi, la bonne volonté des bureaux ou des présidents de deux chambres de Parlement, parce qu'on se rappelle que les dernières législatures, c'est là où ça bloquait. On ne voulait pas convoquer, on ne voulait pas faire appel. Ce n'est pas évident que ça sera le cas maintenant. Ben, en tout cas, j'espère que ça sera le cas. De toute façon, cela avait déjà été annoncé par le président de l'Assemblée nationale. J'espère qu'à la rentrée de septembre, on va pouvoir désigner le porte-parole de l'opposition qui devra être du FCC. Qui incarnerait, selon vous, ce porte-parole? On savait qu'en 2011, c'était Jean-Pierre Bemba, ou en 2006 plutôt, Jean-Pierre Bemba. En 2011, lors de la législature, c'était Moïse Katumbi, ça n'a jamais abouti au FCC. Qui pourra incarner le porte-parole? Ben, notre autorité morale va désigner celui qui sera le porte-parole de l'opposition. Ah, ça ne sera pas lui, il faut l'exclure, ça ne sera pas lui-même en fait. Il va désigner. Il va désigner, on espère, certains pensaient que ça allait être lui quand même. C'est pas possible, on ne peut pas l'envisager sous cette casquette-là. J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que le FCC aura un candidat président en 2023? C'est une évidence. C'est une évidence. On ne peut pas nous avoir arraché le pouvoir et qu'on croise les bras. Le FCC aura un candidat à la présidentielle avec la débat de 2023. De 2018. Ben, écoutez, si tous ceux qui ont échoué aux élections baissaient les bras, on aurait des dictatures partout dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on va échouer une prochaine fois. On peut avoir échoué en 2018 et gagner en 2023. On a échoué après avoir géré 18 ans, une gestion jugée vous savez, reluisante. C'est selon, ça dépend. Vous êtes en face de moi, si je mettais le chiffre 6 entre nous, vous lirez 9 et moi je lirai 6. C'est comme le verre à moitié plein et à moitié vide.
Je ne pense pas que les 18 ans n'ont été que sombres. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Et malheureusement, on n'a plus le temps de les énumérer. J'espère que prochainement, on m'accorderait beaucoup plus de temps pour que je puisse vous dire toutes les bonnes choses qui ont été faites. Et ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui ont compris que ce n'est pas facile. C'est plus facile d'être dans le rôle de ceux qui critiquent. Lorsqu'on exerce le pouvoir, ce n'est pas facile. Et pour preuve, le président de la République a dit, il a l'impression que le peuple est beaucoup plus dur avec lui qu'il ne l'était avec son prédécesseur. Oui, il a quand même raison, on tape trop sur lui, alors qu'il est là que depuis 2 ans, le FCC était là depuis temps durant. Il doit accepter, il a fait beaucoup de promesses au peuple. Le peuple a besoin des solutions. Lorsqu'on a fait des promesses, on attend des solutions. C'est pour ça, je pense, que le peuple est beaucoup plus exigeant. C'est comme ça, c'est ça la politique, il n'y a pas que des cadeaux. Enfin, il y a plus de problèmes que des moments de tranquillité. De tranquillité. Vous avez eu à côtoyer, je le disais un peu au début de cette émission, vous avez eu à côtoyer Joseph Kabila, vous le côtoyez d'ailleurs jusqu'à présent, vous avez eu à côtoyer Félix Tshisekedi. Pourquoi vous avez décidé de rester chez Joseph Kabila? Écoutez, j'ai été au gouvernement sous le leadership du président, de l'ancien président Joseph Kabila. Je fais partie des membres fondateurs du FCC. Et lorsque nous étions en train de préparer la charte du FCC, j'avais été désignée parmi les 12 membres du comité stratégique du FCC. Je fais partie de ceux qui ont rédigé la charte du FCC. Le FCC fait partie de moi. Je ne peux pas renier ma propre signature. Je ne peux pas renier ce que j'ai créé moi-même. Je n'ai pas la prétention d'avoir créé le FCC, mais je vous explique les circonstances dans lesquelles je me suis retrouvée parmi ceux qui ont créé le FCC. Et ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas ou qui n'ont pas marché que je vais dire je claque la porte. Je suis restée au FCC par conviction. Personne ne m'a contraint à y rester. D'ailleurs, de par mon caractère, je ne suis pas le genre de personne à qui on peut obliger à faire des choses auxquelles elle ne croit pas. D'ailleurs, ceux qui sont partis, on ne leur a rien fait non plus. Parce qu'il y a quand même ceux qui ont été ministres pendant 12 ans, ont été ADG pendant 12-15 ans, et qui sont partis. Je suis restée par conviction personnelle, et c'est ma décision, et que j'assume, et que je vais assumer jusqu'au bout. Il y a tellement de valeurs que nous défendons, qui n'ont peut-être pas été bien comprises. J'ai bien expliqué non plus, justement, pour qu'elles ne soient pas bien comprises, c'est qu'on n'a pas bien expliqué. Ça fait partie des choses que le FCC doit corriger. Mieux communiquer sur sa vision, mieux se comporter, incarner ce qu'on défend comme valeur et les répercuter au niveau de la base. Sortir de nos salons, parler avec le peuple congolais, comprendre ses problèmes et y apporter des solutions. Je pense que c'est de ça que le peuple a besoin. Vous savez, le président Joseph Kabila nous disait toujours « Je partirai un jour ». Lumumba est mort, le défunt président Laurent Désiré Kabila est mort. Moi aussi, je pourrais ne pas être là demain, mais je serai heureux de savoir qu'il y aura des gens qui poursuivront la lutte que j'aurai commencée, la vision que j'aurai de la RDC.
comme vous avez dit, qui n'a peut-être pas été bien expliqué et que nous avons résolu de mieux expliquer à l'avenir. Mais soyez-en sûrs, mon choix a été mûrement réfléchi, sans contrainte, et je ne regrette rien. Rapidement, c'est vraiment la fin, parce que vous avez parlé de ce Congo multiculturel, je crois. La fameuse loi, proposition de loi, né de père, de mère, au FCC, ça passe. Kabila aurait pu accepter qu'on né de père, né de mère. Seuls ces gens, une personne de cette catégorie-là peut espérer un jour briguer la magistrature suprême. J'avoue qu'au niveau du FCC, on n'a pas encore discuté de cette question, mais de mon point de vue personnel en tant qu'élu, député national, je ne souhaiterais pas que cette loi soit adoptée sous cette version. Je souhaiterais plutôt qu'on propose que ne pourrait accéder à la magistrature suprême que le Congolais qui n'aura jamais acquis une autre nationalité. C'est-à-dire un Congolais qui est né Congolais, qui l'est resté et qui le demeure. Si ce Congolais-là, né de père et de mère congolais, a déjà acquis une autre nationalité, il ne peut pas accéder à la magistrature suprême. Mais on ne peut pas dire qu'un Congolais né en République démocratique du Congo, d'un parent congolais et d'un autre étranger, n'a pas le droit d'être président dans ce pays. Ça n'a pas de sens. Dans un cas comme dans un autre, c'est l'exclusion quand même. Dans tous les pays, on a verrouillé la fonction du président de la République. N'y arrive pas qui veut. N'y accède pas qui veut. C'est comme lorsque on vous dit que quelqu'un qui a un casier judiciaire chargé ne peut pas être élu, ne peut pas se présenter à une quelconque élection. C'est également l'exclusion, n'est-ce pas? Marie-Ange Mouchobeko, merci d'avoir répondu à nos questions. Le FCC va exister même après Joseph Kabila. J'espère. Je ne suis pas Dieu. J'espère. Voilà, sur cette note d'espérance, à moins que vous ayez un mot de la fin à ajouter par rapport à cette émission, une question qu'on aurait pu poser, ou dû poser, qu'on n'a pas fait. Est-ce que vous avez un mot de la fin à tous ces téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre et qui se disent, mais tiens, ça fait longtemps qu'on ne les a pas entendus. Hein. Qu'on ne m'a pas entendu, moi. Ça fait plus... Voilà. Non. Vous, personnellement, ça fait très longtemps. Qu'on ne m'a pas entendu, moi. Oui. Les autres cadres du FCC parlent. Ce n'est pas vrai lorsque vous disiez qu'ils ne parlent pas. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai fait à peu près 16 mois sans m'exprimer à la télévision. Oui, moi, je n'ai pas voulu m'exprimer pour des raisons personnelles. Mais je n'ai pas peur de m'exprimer. Pour preuve, je m'exprime aujourd'hui. Je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer, qu'il n'y avait pas suffisamment de temps pour pouvoir aborder toutes les questions. Mais je voudrais rassurer le peuple congolais que le FCC existe. Le FCC s'organise. Le FCC, même étant dans l'opposition, ne fera pas l'opposition méchante. Nous faisons déjà une opposition républicaine. Nous critiquons, nous faisons également des propositions. L'opposition ne veut pas seulement dire la rue. L'opposition ne veut pas dire le vandalisme. L'opposition ne veut pas dire les injures. Nous allons faire une autre opposition. Une opposition instructive d'ailleurs. J'espère que les autres qui se retrouveront dans l'opposition dans quelques années, Dieu seul sait, vont beaucoup apprendre de la manière dont nous, on va se comporter. Il y a moyen de s'opposer et de placer la République démocratique du Congo au-dessus de tout. C'est-à-dire, ce qui va bien, nous allons nous unir. Vous avez vu que le FCC a soutenu la loi
sur l'état de siège, parce que nous estimons que le gouvernement et le peuple congolais en ont besoin. Le gouvernement en a besoin pour rétablir la paix à l'est, à l'extrême est de la République démocratique du Congo. Donc, nous soutenons tous les projets qui vont amener notre pays au développement, tous les projets qui vont ramener la sécurité, la paix et la stabilité dans notre pays. Mais nous allons lutter pour la démocratie, la libre expression, la liberté de penser, la liberté de parole. On ne peut pas bloquer nos droits civils et politiques. On ne peut pas imposer la pensée unique. Et le président de la République lui-même l'a dit, et j'espère qu'il va y veiller. Que vive la République démocratique du Congo. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci. Il en reste d'autres, mais on court derrière le temps. Par exemple, je crois que prochainement, on abordera quand même la problématique de la loi sur la CENI, notamment, qui a été adoptée. On attend la promulgation. Le FCC aura certainement un poste de rapporteur, nous apprend-on. Non, on nous a donné le poste de deuxième vice-président, ainsi que celui de questeur. Mais sur cette question, le FCC souhaite qu'il y ait un cadre de concertation, qu'il y ait des discussions autour de cette loi afin de trouver un consensus qui va mettre tout le monde d'accord. Faire le forcing n'est pas une bonne chose. C'est une loi importante, surtout lorsque vous savez qu'il y a eu des contestations à l'issue des élections du 30 décembre 2018. Nous ne souhaiterions pas que cela puisse se répéter. S'il y a eu des erreurs qui ont été commises, il faudrait qu'elles soient corrigées. Donc pour nous, FCC, nous souhaitons qu'il y ait un cadre à travers lequel nous allons dialoguer et trouver un terrain d'entente par rapport à cette loi avant qu'elle ne soit promulguée. Voilà, parce que ça a déjà été jugé conforme à la Constitution au niveau de la Cour constitutionnelle. Il ne reste plus que la promulgation. Mais c'est une question de volonté politique aussi. Donc si le président de la République souhaite qu'il y ait le maximum de consensus, il peut user de son pouvoir pour y arriver. C'est une question de volonté. Voilà, les questions non finiront. On pourra continuer comme ça, beaucoup de sujets, beaucoup de questions, mais je crois que pour ce soir, on va se limiter là sur cette question en attendant de voir ce que le président de la République va faire. Va-t-il promulguer ou pas la loi sur la CENI? En tout cas, de l'autre côté, on a annoncé déjà un chronogramme pour la désignation de l'autre côté, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. On a annoncé déjà un chronogramme pour la désignation des prochains animateurs de la centrale électorale. Encore une fois de plus, merci Marie-Ange Mouchobekwa d'avoir répondu à nos questions et aux questions de téléspectateurs. Merci. On vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre. On se donne rendez-vous très prochainement dans vos différents médias. Mais personnellement, vous me retrouvez déjà ce samedi, Top Congo FM, dans le cadre de votre émission Le Débat au féminin. On se dit au revoir et à très très bientôt.